Bienvenue dans Je dis tout aux usagers, le rendez-vous dédié à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour les usagers. Patients, résidents, accompagnants, aidants, ce podcast est pour vous. Plongez au cœur d'une maison des usagers où la santé se raconte et se partage autrement. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des témoignages inspirants et des perspectives nouvelles. Je dis tout aux usagers, le podcast où la parole des usagers prend toute sa valeur. Bienvenue dans Je dis tout aux usagers. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Fanny Mériot, père aidante itinérante. Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est la père aidance et ce qui vous a amené à embrasser ce rôle? Bonjour, merci pour votre invitation. Alors je voudrais quand même préciser en démarrant qu'il y a 1 an et demi, si vous m'aviez posé la même question, j'aurais répondu différemment. Et donc là, nous sommes enregistrés. Il est tout à fait possible que dans 1 an, je répondrai un peu différemment parce que je compléterai encore. Donc vraiment, il ne faudra pas hésiter lorsqu'il y a cette vidéo à apporter des commentaires et à compléter ce que je vais dire. Donc la père aidance, c'est quelque chose déjà qui est universel. C'est-à-dire que tout un chacun utilise la père aidance, dont la forme la plus connue est l'entraide. L'entraide pour traverser des moments difficiles. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, la père aidance est inscrite pour survivre, pour la survie. On ne survit pas en étant seul, on survit en se reliant, en mobilisant et en mutualisant ces ressources les uns les autres pour pouvoir traverser des épreuves, qu'elles soient de famine, de guerre, etc. Donc la père aidance, déjà, voilà, c'est universel, c'est vraiment inscrit depuis très très longtemps. La père aidance moderne, on la retrouve, alors je ne suis pas historienne, mais en tout cas, on la retrouve beaucoup dans les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux pour justement au niveau donc ça a été beaucoup chez les féministes après la Seconde Guerre mondiale, ici, chez les féministes, chez les personnes survivantes de la psychiatrie aux États-Unis. On l'a retrouvé également beaucoup chez les alcooliques anonymes. On retrouve aussi beaucoup dans les mouvements des droits civiques pour les personnes racisées, personnes noires, pour faire reconnaître leur valeur qui est la même que toute personne. On retrouve ça dans des tas également au niveau des addictions, voilà. Et il y a dans la père aidance quelque chose de commun. Donc la père aidance, on pourrait dire que c'est quand des personnes vivent des situations très difficiles et marquées par des vécus de stigmatisation, de honte, d'humiliation, de souffrance, eh bien, elles ne vont pas avoir les réponses forcément pour être acteurs, pour vraiment affronter, trouver les ressources pour retrouver du sens à leur vie et pour que leur vie vaille la peine d'être vécue. Eh bien, la père aidance, ça va être ces personnes qui vont être confrontées à tout cela et qui vont avoir cette envie, en fait, de retrouver du sens, d'être acteurs, de se mobiliser
Et pour cela, donc du coup, elles vont être dans le self-care, c'est-à-dire elles vont être dans le self-help, pardon. Elles vont vouloir s'aider soi-même. Et pour s'aider soi-même, eh bien, on ne peut pas être seul. On va s'aider en s'appuyant non seulement sur ses ressources, mais sur les ressources de l'autre. Donc la péridance, c'est vraiment un mouvement et ce sont des pratiques où les personnes vont se reconnaître comme pères au travers justement des expériences vécues assez similaires de l'un et de l'autre, de l'un et des autres, puisque la péridance, elle peut se faire d'un par un, de père à père, mais elle peut se faire aussi dans un groupe, justement. Et pour cela, eh bien, il va y avoir beaucoup de comment dire? De choses qui vont être nécessaires. En fait, la péridance, donc être père aidant, c'est reconnaître l'autre, c'est reconnaître l'autre comme étant son père et c'est en même temps être reconnu par l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose où je donne et je reçois. Je C'est vraiment à double reçois sens. et je donne. C'est vraiment à double sens. D'accord. Et également, c'est un mode de relation qui est assez différent des relations qu'on retrouve classiquement. C'est-à-dire que souvent, dans les relations sociales, on va se retrouver par affinité ou par géographie, on est proche géographiquement. Qu'au niveau de la péridance, en fait, c'est pas tellement ça qui va compter. En fait, ce qui va compter, ça va être la résonance. Ce qu'on va raconter, ce qu'on va dire de son vécu, de ses difficultés, eh bien, ça va faire un écho. Et là, il va y avoir une proximité, voire même de la connivence, une forme de complicité, où là, l'autre personne va dire, mais ah oui, mais ça aussi, je comprends. Donc en fait, dans la péridance, dans ce mouvement de, de, de self-help, de s'aider soi-même, eh bien, on va avoir la confiance, on va avoir un rapport de confiance, on va avoir un rapport de réciprocité, puisqu'on s'apporte l'un l'autre, les uns les autres, et on va avoir aussi une forme d'égalité. Mais en fait, toi et moi, on est pareil, on est semblables. Pas de relation asymétrique. Pas du tout de relation asymétrique. S'il y en a une, alors ça veut dire qu'on s'éloigne de la péridance et que on va se rapprocher d'une relation de professionnel, mais pas péridant, hein, professionnel du soin, professionnel social. Donc on va avoir cette réciprocité, cette confiance, on va avoir cette connivence même, et on va avoir également l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre. D'accord. C'est chacun est détenteur d'un savoir. Alors ce qui est important, moi en fait, j'ai découvert la péridance, je me suis rendu compte que je l'avais déjà pratiquée sans le savoir, sans que j'aie la connaissance de ce mot. Mais je l'avais déjà pratiqué. C'est intéressant justement parce que j'allais vous demander si finalement, parce que quand il y a une forme d'engagement, on parle souvent de déclic, d'étincelle. Mais finalement, vous, c'est un processus qui était déjà enclenché. Il n'y a pas eu forcément un jour où vous vous êtes levé, je vais schématiser comme tel, et vous vous êtes dit, tiens, je vais m'engager dans la péridance. Non, c'était pas... Alors, disons que l'entraide, ça c'est quelque chose que j'ai connu dans mes hospitalisations, par exemple. J'ai connu cette entraide mutuelle
notamment, j'avais des phénomènes, moi je souffre d'hallucinations, enfin, en tout cas de phénomènes olfactifs qui, heu, qui sont un enfer, au quotidien et également au niveau auditif, et qui vont perturber ma pensée, qui vont, me distraire, qui vont aussi, me faire me replier sur moi-même, m'isoler. Donc par exemple, je souffre d'un phénomène qui est, plutôt rare, et ça aussi la péridance, on va avoir une production de savoir de l'expérience, issu de l'expérience qu'on appelle les savoirs expérientiels. Alors tout le monde en a, des savoirs expérientiels, ça ne vient pas, en naissant. Donc, quand on grandit, ben, on sait qu'une fourchette, elle va servir à manger. Pourquoi on le sait? Parce que, les personnes vont nous apprendre que ça sert, à mettre, la nourriture à la bouche, et cetera, et cetera. Donc les savoirs expérientiels, il n'y a rien de plus, commun. En revanche, la pérédance, elle va elle va s'appuyer sur la production de savoirs expérientiels rares. C'est-à-dire que, moi j'ai des hallucinations olfactives, hein, des phénomènes olfactifs où je vais avoir la sensation que je sens, la putréfaction, que je pourris. Et du coup, je vais m'écarter des personnes, forcément, puisque cette odeur est envahissante. Hein. Donc, je vais m'éloigner des personnes. Eh bien, euh, j'ai déjà été hospitalisée. C'est un phénomène qui est peu répandu, peu partagé. Et du coup, je me sentais très isolée au niveau des ressources à trouver. J'étais démunie. Hein, parce que là vraiment, ce qui est très important et que je n'ai pas dit, la pérédance, ça sert aussi à quoi? Ça sert à être acteur, en fait. Acteur de sa vie, acteur de ses soins, acteur de sa santé, acteur, voilà, ça sert à ça. Hein. Et en fait, moi, avec ces phénomènes, eh bien, je n'avais personne, en fait, qui pouvait, être ressource, qui pouvait partager. Quand j'ai été hospitalisée, eh bien, j'ai rencontré une dame qui vivait, en fait, avec, heu, une expérience très similaire, hein, et on a partagé, et en partageant, eh bien, j'ai pu tester d'autres choses. J'ai pu également confronter aussi, moi, mon retour d'expérience, et du coup, ensemble, on a pu produire aussi de nouveaux savoirs expérientiels. En fait, c'est ça. C'est de la co-construction. C'est la co-construction, tout le temps. Et alors, ce qui est intéressant aussi, de préciser, c'est que ces savoirs expérientiels rares, comme ils sont rares, eh bien, ils ne sont pas, diffusés facilement, ils ne sont pas, on ne va pas les trouver dans une bibliothèque avec un mode d'emploi comme pour les savoirs expérientiels ordinaires. Donc ils sont difficiles à diffuser, ils sont difficiles, à trouver, voilà, et d'où l'intérêt de ces groupes d'autosupport, hein, on appelle ça les groupes d'autosupport, où justement les personnes concernées par une expérience rare, non partagée par tous, qui peut être l'expérience de la grande précarité, de la migration, d'être dans un fauteuil roulant, d'être, d'un trouble psychique, vont se retrouver entre elles et elles vont partager. On va vraiment être, là dans quelque chose aussi, qui est tout à fait, il y a plein de pratiques où on ne va pas rivaliser avec les professionnels. C'est vraiment complémentaire. Où les professionnels vont avoir des savoirs, vont avoir, des techniques, vont avoir des pratiques où nous, on ne va pas rivaliser. Donc, mais par contre, il va y avoir aussi quelque chose où les professionnels ne pourront pas rivaliser avec.
C'est Eh important bien, de le préciser ça, parce que vous ne vous substituez pas au corps médical. pas du tout, Voilà, pas vous, du vous tout. complétez dans un parcours de soins, vous venez Oui. vraiment en Ah complémentarité. oui, c'est vraiment en complémentarité. Et alors, pour qu'on comprenne bien, ça peut se traduire comment au quotidien? Parce que Oui. j'imagine qu'un patient qui serait isolé, qui n'en a pas connaissance, comment il peut atteindre justement Oui. ce type de... Alors, je vais terminer justement là où les professionnels ne peuvent pas rivaliser, c'est par rapport à l'espoir. En fait, un professionnel, quand il va donner un diagnostic, aussi empathique puisse-t-il être, aussi encourageux puisse-t-il être, il va dire, vous pouvez avoir un projet de vie satisfaisant, vous pouvez, eh bien, la personne, elle va parfois avoir du mal à le croire, parce que, eh bien, le professionnel n'est pas concerné par la difficulté vécue par la personne. Et c'est là, en fait, que le père aidant intervient, c'est qu'en fait, par son parcours, par ce qu'il a pu mettre en place, eh bien, il ne va pas être malade. Il va être acteur, personne qui rencontre des difficultés, mais qui va renommer son expérience. Il va passer de patient, de malade, de précaire, de SDF, à renommer en fait ses expériences en je suis femme debout, je suis une guerrière, je suis combattant, enfin voilà, il va renommer et puis il va montrer en fait que c'est possible d'avoir une vie satisfaisante. Et du coup, la personne qui est confrontée à ce diagnostic, à ces expériences très difficiles, elle va dire mais si lui y arrive, eh bien pourquoi moi je n'y arriverai pas? Donc vraiment c'est l'espoir qui est vraiment au cœur de la pérédance. Et c'est une notion dont on parle très peu finalement, cette notion d'espoir. C'est important que, on est souvent sur des thèmes beaucoup plus techniques. Ouais. Et je trouve que là, c'est important de C'est très important, souligner. c'est très très important. Et le père aidant, eh bien ce n'est pas l'institution, le professionnel qui peut décider que la personne est père aidante. Tout comme ce n'est pas moi qui vais me déterminer père aidante. C'est vraiment dans cette reconnaissance par la personne que je vais soutenir. Donc on est aussi dans une relation, bien sûr je ne l'ai pas dit, de soutien, et de soutien inconditionnel où on croit que le meilleur est possible. D'accord. Rien n'est figé. Et alors, si je comprends bien, la pérédance n'est pas forcément spécifique à une pathologie, c'est-à-dire si j'ai moi-même une expérience de telle pathologie, je peux pour autant être père aidant sur une autre pathologie, Oui. C'est quelque chose de compatible. C'est quelque chose de tout à fait compatible. En fait, là où on va se reconnaître, c'est beaucoup sur les effets, en fait, des traversées, des trajectoires douloureuses, difficiles, qui ont produit justement ces sentiments d'exclusion, de honte, de rejet. C'est vécu aussi, hein, de rejet, d'exclusion. Et ça, mais ça traverse toutes sortes d'expériences de vie. Ce n'est pas lié à une pathologie ou à tel parcours. Donc oui, un père aidant peut tout à fait intervenir en fait auprès d'un autre père qui va avoir un autre parcours. Mais malgré tout, il faut tout de même qu'il y ait déjà la volonté par la personne de, de, de changer sa vie, de transformer, de mieux se connaître, d'être acteur. On ne peut pas imposer la pérédance à quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le père aidant, il va avoir une boîte à outils, il va utiliser plein de ressources, etc. Il va rencontrer la personne, mais encore une fois, si la personne, elle,
elle n'a pas envie et que c'est un professionnel de santé qui a indiqué, bon voilà, on va travailler son plan de rétablissement, etc. Mais si la personne n'a pas envie, eh bien, le père aidant aura très peu d'effet, en fait, pour la personne. Et si la personne ne se reconnaît pas dans l'expérience de la personne qui va venir, du père aidant, mais c'est pareil, il n'y aura pas d'effet. Il faut vraiment qu'il y ait cette reconnaissance réciproque. Et c'est pour ça que dans le milieu professionnel, des fois, la pérédance prend des sens qui s'éloignent en fait de ce qu'est vraiment le cœur de la pérédance. Ce n'est vraiment pas... plus ça s'institutionnalise, et plus il faut être vigilant justement à bien garder ce qui fait qu'on va être un soutien pour son père. Parce que finalement, est-ce qu'on a des repères sur la pérédance? Est-ce qu'il y a une formation théorique? Est-ce qu'il y a quand même des outils qui sont apportés? Ou est-ce que finalement, chacun peut être père aidant à sa manière? Est-ce que vous avez quand même un socle commun si on mettait plusieurs pères aidants l'un à côté de l'autre? Alors, il y a des pratiques qui sont très, très variées. Il y a des formes de pérédance qui sont très variées, mais oui, on va aller de la pérédance la plus informelle, en fait, où ça va être avec le voisin qui a une difficulté assez similaire, et puis voilà, on va s'entraider jusqu'à formaliser plus la pérédance, et ça on va retrouver dans les associations, comme par exemple les groupes d'entraide mutuelle. Les groupes d'entraide mutuelle sont basés sur la pérédance, c'est de l'entraide mutuelle. Bon, en France on dit entraide mutuelle, mais entraide c'est déjà mutuelle, normalement c'est dans les deux sens. C'est peut-être pour appuyer un peu plus le fait que c'est je te donne, tu me donnes. Alors parfois dans l'entraide, quand on va apporter, la personne va pas forcément nous rendre, mais elle rendra à quelqu'un d'autre après. Ça fait ça aussi. Et jusqu'à formaliser beaucoup plus sur des formations où là, il va y avoir professionnalisation. Et au niveau de cette professionnalisation, on va avoir, par exemple, la licence médiateur santé-père, où là, ça va être de la médiation entre les professionnels de santé et les personnes directement concernées par un trouble psychique. Moi, je n'ai pas suivi de formation. C'est vraiment sur mes savoirs expérientiels que je m'appuie au quotidien, et aussi beaucoup sur les groupes d'autosupport, puisque les groupes d'autosupport, nous produisons des savoirs expérientiels. Alors par contre, je me fais superviser régulièrement. Donc il y a une communauté de pratique des intervenants pairs où nous évoquons les questionnements, dont les questionnements éthiques par exemple, ou les difficultés rencontrées, afin justement d'analyser aussi nos pratiques et d'être au plus près des valeurs de la pérédance, mais également parfois quand c'est difficile et qu'on a besoin aussi de souffler, et on trouve du soutien et des ressources au niveau de la supervision. Mais il y a beaucoup de modalités. Ça, on va pouvoir peut-être en parler un peu. D'accord. Et là, quel conseil vous donneriez justement à une personne, parce que, je suppose que la pérédance, vous rencontrez autant des bienfaits, mais aussi des difficultés. Et quel conseil vous donneriez à une personne qui veut s'engager dans la pérédance, qui certainement regardera cette vidéo et qui dira, moi également, j'ai envie de mettre à profit mes savoirs expérientiels pour d'autres. Quel conseil vous donneriez pas forcément des conseils techniques, mais peut-être même en savoir. De prendre le temps, déjà, de prendre le temps, c'est-à-dire prendre le temps un petit peu d'aller
d'aller découvrir ce qui existe, de faire un peu le tour. Moi, j'ai une particularité, c'est que je suis itinérante. C'est-à-dire que l'itinérance, à la base, moi j'avais un profil d'une personne dite instable, une grande difficulté à rester euh, dans un logement, et une difficulté qui est toujours là, hein, actuellement. Donc vraiment une difficulté à être dans le logement, une difficulté à être dans un travail le même, une difficulté, vraiment donc un profil dit instable. Et en fait, un jour, ma vie était tellement un enfer, en fait, j'étais tellement malheureuse, il n'y avait tellement pas de sens à ma vie que j'avais des idées suicidaires constamment. Et qu'un jour, j'ai eu ce déclic de me dire, Fanny, tu vas aller chercher, tu vas bouger, tu vas aller chercher ce qui peut te faire du bien. Et je suis partie comme ça, en itinérant, euh, j'ai tout quitté, je suis allée à la rencontre des acteurs de la santé communautaire, à la rencontre de mes pairs. Et là, en fait, j'ai eu des réponses en rencontrant mes pairs. La péridance avec les groupes d'autosupport. Je dis, mais oui, mais je ne suis pas seule à vivre ça. Ah, mais oui. Et en fait, l'itinérance, ça permet de découvrir ce qui existe et d'aller piocher un petit peu, suivant ses besoins, les outils, etc. Et du coup, moi, c'est vraiment un conseil que je donne parce que de cette itinérance, de cette instabilité, j'en ai fait en fait aujourd'hui en fait mon métier. C'est-à-dire que j'ai vraiment retourné un peu ce stigmate. Oui, c'est ce stigmate. Vous en avez fait une force. Et j'en ai fait une force, puisque aujourd'hui je me déplace partout et j'ai compris qu'en fait, le déplacement est mon repère. Quand je bouge, et c'est là quand je me déplace, quand je vais de ville en ville, de territoire en territoire, et bien c'est là que je vais me ressourcer, ou alors que je vais m'affranchir de certaines peurs et que je vais dire, mais voilà, j'ai réussi à prendre le métro finalement, non, ça a été. Hein. Et du coup, je recommande vraiment à la personne qui souhaite de devenir péridance de prendre son temps d'aller voir ce qui se fait au niveau de la péridance, parce qu'il y a plein de choses. Ça peut être par exemple la défense des droits, le plaidoyer, parce que on a des situations où nos droits ne sont pas suffisamment respectés. Pourtant, on a des beaux textes, des beaux textes de loi, des belles conventions, notamment de l'ONU, mais où être maître de ses choix, ce n'est pas encore possible partout. Donc, on a dans la péridance, dans les mouvements comme ça, on a des mouvements de défense de droits, de plaidoyer, de lobbying politique. On va avoir des interventions dans les formations, puisque la formation continue, la formation dans les universités des professionnels du social, du médico-social et de santé, il n'y a pas vraiment de formation au rétablissement, enfin même il n'y a pas d'heures sur le rétablissement, qui est une philosophie où on n'a pas parlé, parce que il nous faudrait beaucoup plus de temps, mais il n'y a pas cette formation sur la péridance, sur l'importance des choix de la personne, aller vraiment vers les choix de la personne, aller vers ses décisions. Et du coup, c'est important aussi, on a des péridants qui interviennent dans le domaine de la formation, dans dans les séminaires des internes, dans un peu partout. Et on a des pères aidants qui vont intervenir dans des groupes d'autosupport, comme par exemple en addictologie, comme chez les alcooliques anonymes. On a des personnes qui vont intervenir dans les groupes d'entraide mutuelle, où ils vont faire de la péridance,
formalisés mais pas professionnels, mais on peut avoir aussi des péridants professionnels, salariés dans les GEM, voilà. Et moi, en tant qu'itinérante, je suis non seulement itinérante géographiquement, mais je suis aussi, sur, plusieurs casquettes, à la fois. Il y a, des moments où je vais être plutôt consultante, sur, du design, sur du design de politique publique, par exemple. Il y a d'autres moments où je vais être, là vraiment péridante parce que il y a l'écho et puis, on s'apporte l'un l'autre, mais il y a d'autres moments où je vais être dans la formation, je vais intervenir. Donc là, par exemple, à l'université d'été de santé publique de Besançon, début juillet, je vais intervenir pour apporter un peu, la voix en fait de la personne, concernée au sein d'une formation. Je vais intervenir auprès, d'un père qui va être en grande difficulté, et bien je vais l'accompagner au téléphone le temps que les secours arrivent, par exemple, le temps que l'ambulance, arrive. Donc c'est très, très varié, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce que j'allais vous dire, c'est très varié. On voit qu'il y a vraiment plusieurs facettes. Alors pour s'y retrouver un petit peu, parce que bon, malheureusement le podcast arrive à sa fin, si nos auditeurs sont intéressés par la pérédance, est-ce qu'il y a un site internet que vous leur conseilleriez ou plusieurs sites internet où ils pourraient piocher des informations? Ah oui, alors déjà, je ne suis pas exhaustive, hein, dans ma présentation. Je suis sûre qu'il manque plein de choses. Heu, on n'invente rien, je n'ai rien inventé. Donc, il y a Ève Gardien, notamment, qui est sociologue, et sur, Rennes, et qui a énormément, produit, comme ça, de travaux sur la pérédance, sur la périté, et cetera. Donc, vraiment, je recommande de taper sur internet, Ève Gardien, ou sur, YouTube, et puis d'aller écouter. Il y a, également, le site internet Psycom, hein, Psycom, donc, Psycom, qui est, une mine d'informations, en fait, pour toute personne qui cherche à se renseigner un peu plus, sur, la péridance, ou qui, que, quoi, comment, parce que là, il a trouvé, vraiment plein, plein de choses, que ce soit des outils, que ce soit des adresses, par exemple, dans son secteur. Voilà, moi, j'aimerais bien connaître, connaître des groupes d'autosupport. Et bien là, il peut trouver, parce qu'il y a des annuaires. Et puis également, ce que je recommanderais, alors ici on est à Béthune, il y a un groupe d'entraide mutuelle qui est tout près de chez vous. Je crois que c'est le Exactement. J'aime les compagnons de la bonne humeur. J'aime les compagnons de la bonne humeur, exact. Voilà. Et puis après, sur Lille, on a, on a pas mal de choses. Il y a la maison des usagers également, où, là-bas, donc à Lille, il va y avoir beaucoup, d'associations de pérédance. De pérédance, on va avoir, par exemple, le COFOR, le centre de formation rétablissement, pour avancer un peu mieux justement sur la connaissance de soi, la connaissance de ses troubles, la connaissance, sur les relations aussi, sur ses droits. Bon, il y a cette, formation, là pour soi, pour, aller mieux, pour avancer. Et puis on va avoir, le créail, où là il y a, quand on a envie d'intervenir, comme père, non, pas forcément des diplômes, hein, pour avoir une voix, légitime. Et bien, le créail, là, sur plusieurs lieux des Hauts-de-France, apporte une formation par des intervenants pairs et des référents, pairs, donc binôme, personnes directement concernées par toute expérience. Donc pas seulement le handicap, psychique, ça peut être, la déficience visuelle, enfin la malvoyance, ça peut être... Je n'aime pas le mot déficience, hein. C'est comme je n'aime pas, personne handicapée, c'est personne en situation. C'est plus la situation qui rend handicapé
finalement que la spécificité, la particularité. Donc le CREAL apporte plusieurs formations de 5 jours. Ça dure 5 jours. Et en fait, toute personne, après, elle suit ces 5 jours pour connaître un peu mieux ses savoirs, pour identifier aussi ses savoirs expérientiels et où est-ce qu'elle pourrait justement être intervenant pair. Voilà. Et du coup, au bout de ces 5 jours, elle va pouvoir petit à petit prendre des missions, soit de prise de parole, soit de témoignage, soit de récit de vie, etc., etc. On a également dans les Hauts-de-France les alcooliques anonymes, on a des groupes d'autosupport pour les personnes qui ont vécu le placement à l'aide à l'enfance ou à la DAS. On a vraiment pas mal de choses. Vous pouvez mettre mon contact. D'accord, mais il n'en faut pas. Voilà. Et là, c'est vraiment... Et pour les ressources, je peux... éventuellement être un relais. Relais. Et on a le PTSM, les PTSM, vraiment, projets territoriaux de santé mentale. Les PTSM peuvent vraiment donner des ressources au niveau de la péridance. On a ça. Il y a plein de... Oui, il y a une mine d'informations qui sont précieuses et que vous nous apportez. Je ne pense pas à tout. Non, on ne vous en voudra pas. Merci Fanny, merci d'avoir été avec nous. Je suis très contente de vous avoir reçu ce jour, puisque c'est aussi tout l'objet de notre podcast, c'est de mettre en valeur des personnes, des actions, des engagements, où les personnes ne se sentent pas toujours légitimes pour prendre la parole. Et notre but, c'est vraiment l'objet de notre podcast Je dis tout aux usagers, c'est vraiment de mettre en valeur les savoirs expérientiels. Et là, vous en avez fait une belle démonstration. Merci. Donc, merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation pour toutes vos actions. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je dis tout aux usagers. Et voilà, notre exploration touche à sa fin. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné envie d'en apprendre davantage sur l'engagement au service des usagers. Au-delà de la maladie, il est possible de devenir un acteur clé du changement et de la solidarité. Retrouvez le calendrier des permanences et des événements de la Maison des usagers du Centre hospitalier de Béthune-Beuvry sur la page internet ou les réseaux sociaux de l'établissement, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir été à l'écoute de Je dis tout aux usagers. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser vos impressions. Et surtout, restez connectés pour de nouveaux témoignages et récits inspirants. À bientôt!